une session parlementaire historique qui s'ouvre dès demain avec l'entrée en scène du Conseil constitutionnel. Et pour commenter cette actualité, je reçois sur ce plateau le président national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le professeur Maurice Kamto. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur ce plateau. Merci. Vous avez suivi quelques enjeux qui ont été évoqués pour cette session parlementaire qui s'ouvre dès demain. C'est la toute première de l'année 2018 avec l'entrée en scène du Conseil constitutionnel. Vous avez suivi la nomination de ces 11 membres. Est-ce que vous en êtes satisfait? D'abord, je ne sais pas si la satisfaction porterait sur la mise en place du Conseil constitutionnel ou sur les membres qui composent le Conseil constitutionnel. Pour ce qui est de la mise en place, c'est donc de la nomination enfin des membres de cette instance qui est prévue par la Constitution de 1996 et donc que l'on attend depuis presque 22 ans. On peut se demander pourquoi maintenant. Mais peut-être mieux vaut tard que jamais. En tous les cas, on ne peut pas ne pas être tenté d'y voir quelques calculs politiques ou politiciens. Le plus important, c'est de savoir ce que le Conseil sera en mesure de faire. Et donc, quand vous demandez si on est satisfait, si c'est par rapport aux membres, je dirais qu'il y a là des juristes, des universitaires, donc la spécialité en droit constitutionnel est connue. Et donc, a priori, on peut dire qu'ils feront un travail à la hauteur de ce qu'on peut en attendre. Mais il ne faut pas se hâter. Et j'ai entendu parler des 11 sages. Vous mettez des réserves? C'est le travail effectué par le Conseil constitutionnel qui nous permettra de dire s'ils sont des sages ou pas, s'ils ont agi avec sagesse ou pas. Il y a là, ai-je dit, des universitaires connus, mais il y a là aussi des gens qui ont un passé qui nous préoccupe éminemment parce qu'ils ont un passé de fossoyeurs des élections connus au Cameroun. Et donc le fait qu'ils soient au sein de ce Conseil constitutionnel, parfois à des positions clés, est un vrai sujet de préoccupation pour nous. Justement, il y a la présidentielle qui pointe à l'horizon, dont vous êtes l'un des candidats. Est-ce que vous avez des attentes par rapport au rôle que ce Conseil constitutionnel doit jouer durant, bien sûr, pour veiller sur la régularité de ces élections-là? D'abord, je dois peut-être rectifier, mais je ne cesse de le faire sur les plateaux de télévision. Je ne suis pas encore candidat tant que je n'aurai pas été investi par mon parti politique. J'aspire, je suis candidat à la candidature au sein de mon parti politique. J'espère qu'à l'occasion de la convention de notre parti, convention qui se tient en session ordinaire en avril prochain, les 13, 14 et 15 avril, je pourrais compter sur la confiance de mes camarades du parti pour m'investir comme candidat du parti. Pour l'instant, je ne suis pas candidat. Mais ce que l'on attend d'un Conseil constitutionnel, c'est qu'il veille au respect strict des lois prévues pour l'organisation des élections, c'est-à-dire le respect strict des règles du code électoral, avant, pendant et après les élections, puisqu'il est juge du contentieux électoral. Il y a une part du contentieux, notamment le contentieux préélectoral, qui relève des commissions départementales de supervision, mais il n'y a pas de coupure nette tranchée entre le contentieux préélectoral et le contentieux électoral. Certains aspects du contentieux préélectoral prouvant leurs conséquences et leur application dans le cadre des opérations électorales. Bref, on attend du Conseil constitutionnel qu'il soit le juge vigilant, gardien impartial de la légalité des élections, de la transparence en matière électorale et justement qu'enfin on puisse avoir au Cameroun des élections sans fraude. Mais ce n'est pas eux, ce n'est pas le Conseil constitutionnel qui évite les fraudes. Le Conseil est là pour sanctionner les fraudes. Et nous avons eu beaucoup d'espoir par le passé, par exemple en ELECAM, en disant, voilà, nous avons désormais un organisme qui est détaché de l'administration de l'État, mais au bout du compte, nous avons été très déçus, notamment après les élections de 2013, parce que ELECAM s'est révélé être simplement une appendice du pouvoir et surtout du parti qui est le parti dominant aujourd'hui au Cameroun. Mais ELECAM a aujourd'hui un nouveau président du Conseil électoral, un nouveau directeur général des élections. Est-ce que l'arrivée de ces nouvelles personnes
vous offre des perspectives d'un processus électoral plus transparent, plus crédible? Ça ne change fondamentalement rien à l'affaire dès lors que les personnalités en question sont des militants connus et notoires du Rassemblement démocratique pour le peuple camerounais, le RDPC, et qui parfois d'ailleurs siègent ou ont siégé par le passé dans des instances dirigeantes de ce parti. Donc il ne suffit pas de changer les hommes pour que Elekam devienne crédible. Il faut que Elekam, réellement, à l'occasion des prochaines échéances, montre qu'il peut organiser des élections crédibles aux yeux des Camerounais et non pas quelque chose qui va recevoir des satisfecits de je ne sais quelle communauté internationale, c'est-à-dire veille par exemple à ce qu'il n'y ait pas des votes dans les casernes militaires, ça c'est la loi qui l'interdit et nous avons essayé d'interpeller en vain Elekam à ce sujet par le passé. Pourquoi Elekam ne nous a-t-il pas appuyé lorsque nous avons demandé la réforme consensuelle du code électoral, où nous demandons un bulletin unique, ça ne coûte rien à l'État, où nous avons dit par exemple qu'on modifie la disposition du code qui dit que seul le procès verbal d'Elekam fait foi en cas de contentieux, alors même que les représentants des candidats et des partis politiques au sein des bureaux de vote reçoivent des procès-verbaux, mais qui ne servent à rien. Pourquoi leur donne-t-on des procès-verbaux? Sans ce préalable-là que vous avez posé comme condition pour un processus électoral transparent, est-ce que vous aspirez toujours à aller à la présidentielle avec ce code électoral que vous critiquez? Nous l'avons dit depuis longtemps. Nous irons aux élections. S'il y en a qui, quelque part, font de petits calculs en espérant que nous n'irons pas aux élections parce qu'ils ne veulent pas prêter oreille aux revendications des Camerounais, ils se trompent. Nous savons que ce code n'est pas l'idéal. Mais nous savons aussi que nous allons gagner les élections en dépit de ces imperfections. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Je vous en prie, allez-y. Parce que ça dépend des Camerounais et uniquement des Camerounais. Nous disons aux Camerounais, inscrivez-vous massivement sur les listes électorales. Allez voter le jour du vote, mais surveillez également le dépouillement et le résultat des votes. Face aux revendications sociales des enseignants, les pouvoirs publics ont d'abord choisi d'envoyer les forces de l'ordre, des centaines d'enseignants placés en garde à vue pour avoir revendiqué leurs droits sociaux. Professeur Maurice Kamto, vous avez suivi de près cette actualité. Comment vous appréciez la gestion des grognes sociales au Cameroun? D'abord, la situation dont vous parlez est inacceptable. Parce qu'on parle d'enseignants dont certains ont plus de 11 mois d'arriérés de salaire. Certains sont sortis depuis 3 ans, depuis 5 ans, et n'ont pas encore été intégrés dans la fonction publique. Pourtant, ils font des prestations, c'est-à-dire qu'ils enseignent. Voyez-vous, je me demande si nous avons encore un gouvernement dans notre pays. Car nous cessons de dire que la jeunesse est le fer de lance de la nation. Mais qui c'est qui encadre la jeunesse? Qui c'est qui forme la jeunesse? Pour qu'elle, justement, soit ce fer de lance qui soit en mesure de frapper la cible? Ce sont les enseignants. Et voilà comment on les traite. Vous avez des enseignants qui, sortis de l'école, sont affectés dans des localités très reculées, par exemple, de Yaoundé, où tout est concentré. Si un enseignant est à Koussery, il doit être obligé de venir à Yaoundé pour suivre son salaire, qu'il ne perçoit pas, après 11 mois, après 2 ans. Comment vit-il? Personne ne s'en occupe. Et dès lors qu'ils posent le problème, ils ont en retour quoi? La matraque et le cachot. Dans quel pays sommes-nous? Qui peut se satisfaire de cela? Quand vous dites, selon l'opposition, le gouvernement fait une mauvaise gestion de la crise, non, ce n'est pas suivant l'opposition. Parce que les enseignants qui sont aujourd'hui embastillés, il y en a peut-être plus de 300, ne sont pas que de l'opposition. Ils sont de tous les partis. Ce sont simplement des Camerounais, des citoyens qui travaillent et qui méritent effectivement de percevoir leur salaire. Donc, il y a non seulement une gestion catastrophique de la crise, il y a un vrai mépris du gouvernement aujourd'hui pour tout ce qui est revendication sociale. Il y a un vrai mépris pour la jeunesse. Pour la jeunesse, estime qu'il apporte des solutions au fur et à mesure, compte tenu du contexte économique et les tensions de trésorerie qui sont souvent observées ici et là, qu'il faudrait aller au cas par cas pour mettre sur pied les réformes nécessaires pour une intégration complète à la fonction publique de ces enseignants-là. Comment appréciez-vous cette réaction du gouvernement? Je voulais dire qu'il y a un vrai mépris de la jeunesse qu'on essaye par ailleurs de caresser dans le sens du poil. Parce que si on aime cette jeunesse, on ne peut pas mépriser ceux qui les encadrent.
Si on aime cette jeunesse, et parmi les enseignants, il y a de nombreux jeunes, on ne peut pas les traiter de cette façon. Quand des gens formulent des revendications, et que, comme je l'ai dit, vous avez vu le déploiement, n'est-ce pas, pas simplement du nombre de policiers, mais des outils, des engins qui ont été déployés contre des gens qui n'ont aucune arme. J'ai vu justement des engins de policiers, de véhicules de policiers avec à l'avant des choses comme des socs, n'est-ce pas, pour mater la manifestation. Alors, qu'attendez-vous d'une jeunesse comme celle-là? Alors, quand vous me dites, oui, il y a une situation avec une tension de trésorerie qui impose que l'on gère au cas par cas, mais c'est la faute de qui? Mais justement, ils sont incapables de gérer. Il est temps qu'ils se rendent compte qu'ils ne gèrent pas bien le pays et qu'ils laissent la place. C'est ce que nous leur disons. Et c'est pour cela que nous demandons aux Camerounais, donnez-leur une sortie honorable en les chassant par les urnes. Justement, pour que ce ne soit pas par d'autres moyens. Professeur Maurice Kamto, cette situation fait penser à celle qui est survenue en 2016 avec des enseignants et des avocats d'expression anglaise. Et juste après, il y a eu une radicalisation sur le théâtre de la crise anglophone. Est-ce que vous redoutez le même scénario? Moi, je ne vais pas faire des parallèles faciles. Mais ce qui est sûr, c'est que quand il y a des crises à répétition dans un pays, ce n'est pas un signe de bonne santé politique, économique et sociale. Il y a donc un vrai malaise. Et un malaise qui aujourd'hui est multiforme parce que la crise anglophone, partie de revendications catégorielles, est devenue une crise politique profonde. Peut-être qu'on y reviendra au cours de cette émission. Je vous en prie. Elle est devenue une revendication politique sérieuse et que nous devons prendre avec tout le sérieux qui s'impose. Aujourd'hui, c'est une catégorie de travailleurs camerounais de la fonction publique qui s'appelle les enseignants. Mais il y en a d'autres, et bien d'autres, ils sont nombreux. Et je crains simplement qu'à force de traiter les choses de cette façon, qui est en fait une fuite en avant, quand un gouvernement est responsable et a des solutions aux réponses de ses citoyens ou de ses concitoyens, on ne répond pas par la force quand les gens justement manifestent les mains nues et dans la paix. Et donc, même si je ne veux pas faire le parallèle avec la crise anglophone, il est certain que si nous poursuivons de cette façon, on peut se retrouver sur une pente qui est absolument incontrôlable. Et donc personne, je ne suis pas prédicteur d'avenir, et je ne veux pas, comment dirais-je, dire le malheur qui s'abattra sur le Cameroun, mais ceci n'est pas une façon de gérer un pays par un gouvernement responsable, à l'évidence non. Ce sempiternel problème des indemnisations se pose avec acuité sur presque tous les projets structurants en cours de réalisation au Cameroun. Professeur Maurice Kamto, vous également avez suivi ce reportage réalisé sur le site d'Olembé où les populations bloquent les travaux relatifs à la construction des voiries devant desservir ce stade attendu pour la CAN 2019 et les indemnisations qui ne sont pas toujours disponibles. Qu'est-ce qui explique cette situation selon vous? Premièrement, je pense que les projets ne sont pas bien étudiés. Parce que lorsque les projets sont bien étudiés et les lieux de réalisation des projets identifiés, on procède, et c'est la loi qui le dit, en tout cas la législation camerounaise qui le prévoit, à une juste et préalable indemnisation. On n'indemnise pas après avoir démarré les travaux, premièrement. Et deuxièmement, si je suis le reportage que vous venez de faire passer, cela veut dire qu'on réalise simplement que certaines voiries doivent être construites ou réhabilitées et donc probablement élargie pour la desserte du stade. Cela veut dire donc que dès le départ, on n'a pas intégré ces voies de desserte dans l'étude du projet de stade. C'est pour cela que je dis c'est un problème de défaut d'études, d'insuffisance dans les études et qui affecte en fait tout ce qu'on a appelé les grandes réalisations ou les grands projets ou les grandes réalisations qui ne sont pas encore réalisées, mais enfin, peu importe. Donc ça, il y a d'abord cela. Ensuite, il y a l'incurie de la plupart des agents fonctionnaires de tous les niveaux qui sont dans la chaîne de l'indemnisation et de la réalisation de ces projets. Vous avez entendu les populations se plaindre qu'on leur avait promis l'indemnisation, mais nous avons eu cela avec le port en eau profonde de Kribi et avec d'autres projets. C'est la même rengaine. Cela veut donc dire que, au fond, les budgets alloués à l'indemnisation des populations n'arrivent pas aux populations. Et il faut toujours rattraper en cours de route. Et finalement, on ne sait pas combien coûte l'indemnisation d'un projet au Cameroun. Troisièmement, il me semble qu'il faut clarifier les choses. Lorsque le gouvernement veut entreprendre un projet, je pense que, et cela est
conformité avec la législation foncière, il doit y avoir une période de publicité sur le lieu de la réalisation et pour que tous ceux qui ont effectivement des doléances à formuler, les formulent. Ça, c'est d'ailleurs dans la phase d'étude, ce n'est pas lorsqu'on réalise. Et donc, tous les ayants droit et tous ceux qui peuvent prétendre à des indemnisations s'expriment à ce moment-là. Les commissions descendent sur le terrain, les identifient, et à partir de ce moment-là, le gouvernement arrête le budget de l'indemnisation. Mais ce n'est pas quand on a lancé les projets. Vous voyez, dans votre reportage, on montre le stade déjà en construction. Et on nous dit, on est en train de vouloir indemniser les gens pour les voiries. Donc il y a un vrai problème, et cela participe, je termine par là, justement, de la preuve de l'incompétence manifeste du gouvernement actuel. Ils ne sont pas compétents, il faut le dire. Je regrette. Autre crise majeure que connaît le Cameroun, c'est la crise anglophone. On en parlait au cours de ce journal. 2 ans après la répression des enseignants et les avocats d'expression anglaise, cette crise a pris les allures d'une guerre contre les séparatistes anglophones dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il y a des enlèvements des autorités administratives, des attaques perpétrées contre des gendarmes, mais aussi la situation humanitaire qui se dégrade pour les populations. Comment analysez-vous les mutations observées sur le théâtre de cette crise anglophone? C'est la même chose. C'est manque de volonté du gouvernement, le mépris pour la population, pour les revendications des populations, et ensuite, je reviens au mot que j'ai utilisé tout à l'heure, à l'incompétence dans la gestion des affaires publiques. Quand on demande aux Camerounais le mandat d'assumer les responsabilités les plus élevées, on a le devoir d'apporter les solutions qu'il faut aux problèmes qui se posent au pays et aux problèmes que posent les mêmes populations. Le président de la République estime qu'il était important de sécuriser ces régions dans un premier temps, et ensuite il a dit que la commission de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme va s'attaquer au nœud du problème. Écoutez, vous rappelez là, bon, c'est la rengaine gouvernementale, vous êtes dans votre rôle de journaliste, mais si vous enleviez un tant soit peu votre casquette de journaliste et regardiez les choses comme un simple citoyen, je ne parle pas de militant, de quoi que ce soit, comme un simple citoyen, vous constaterez avec moi qu'il y a eu une gestion en dépit du bon sens de ce dossier, pour ne pas dire qu'il y a eu absence de gestion. Tenez, vous me dites, on a nommé une commission de promotion du bilinguisme. Ensuite, on veut sécuriser pour que cette commission puisse faire son travail. Mais comment en est-on arrivé là? Un petit saut en arrière nous montre que lorsque cette revendication s'est formulée vers la fin de l'année 2016, on en était encore à des revendications catégorielles. C'était les enseignants d'une part et les avocats d'autre part. Et que ces revendications sectorielles, si elles avaient été prises en main par les instances gouvernementales en charge de ces secteurs et correctement, je pense qu'on aurait pu éteindre justement la crise de cet instant. Il y a eu des rencontres entre le ministère de l'Enseignement supérieur. Ces rencontres sont intervenues quand enseignants. Si vous ne respectez pas la chronologie dans la crise anglophone, vous ne comprenez pas pourquoi on en est arrivé à la situation où on est aujourd'hui. Souvenez-vous que les rencontres commencent à avoir lieu alors même qu'on a déjà commis, il faut le dire, ce que l'on appelle des actes de torture au terme de la Convention contre la torture, c'est-à-dire aller chercher des étudiantes à Buea de leur résidence pour les rouler dans la boue, dans la fange, et les forcer à boire de l'eau souillée. Ensuite, il y a eu la montée de la violence avec les premières tueries. C'est là qu'on met en place la commission. Et en tout état de cause, peu importe, il ne faut pas dire oui parce qu'au début c'était des revendications catégorielles, on s'en tient à cela. On résout les crises telles qu'elles se présentent aujourd'hui. La crise porte sur la forme de l'État. Et que cela ne nous plaise ou pas, c'est le cœur du problème. Justement, nous devons discuter de la forme de l'État au Cameroun. Nous avons fait des propositions, si vous me permettez une seconde, à l'époque, lorsque la crise n'avait pas atteint le niveau qu'elle a atteint aujourd'hui, en disant le président de la République aurait dû se rendre dans les régions anglophones. C'est le rôle d'un chef de l'État. Il incarne l'unité nationale. Il a envoyé le Premier ministre et les élites de ces régions-là. Que faisait-il lui-même? Vous me dites qu'il a envoyé, c'est ça la question. Vous êtes accoutumé au Cameroun à ce que le président de la République n'assume pas ses responsabilités et qu'on dise qu'il a envoyé quelqu'un d'autre. S'il ne peut pas les assumer, il est temps qu'il se rende compte qu'il ne peut plus diriger le Cameroun. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, faute de se rendre
dans les régions anglophones, il envoie justement des personnalités qui sont rejetées par la population anglophone. Il faut quand même que nous ouvrions nos yeux sur la réalité. Et donc nous disons au MRC, nous proposons que le président de la République constitue une délégation de type politique avec des personnalités de la société civile, des personnalités du monde religieux, des autorités traditionnelles pour aller porter un message de paix, des autorités venant de toutes les régions du pays. Parce que nous sommes en Afrique et nous savons qu'un messager de la paix n'est jamais foutu à la porte. Et il ne l'a pas fait. Et derrière cela, le dialogue est ouvert depuis plusieurs années. Si derrière cela, depuis combien d'années, avec qui? C'est quel dialogue? Où est le lieu du dialogue? Pouvez-vous me dire où ce dialogue se tient? Et avec qui? Donc si derrière cela, il avait ouvert un dialogue sincère, en invitant à la table ceux qui posaient des revendications, nous n'allons pas sortir de la crise anglophone si nous ne prenons pas la crise au niveau où elle est rendue aujourd'hui. Justement, il y a au sein de la classe politique des leaders qui estiment qu'il faut mettre sur pied le fédéralisme, qui est la seule solution politique pour apaiser et éteindre les braises ardentes de la crise anglophone. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous ai toujours dit ceci. Notre position est constante. Il n'y a que la sécession qui n'est pas sur la table. La sécession, on n'en parle pas. Ce n'est pas négociable. Ce n'est pas une option possible. Nous nous sommes battus, que ça plaise à certains ou pas. Nous nous sommes battus au Cameroun pour que ce pays reste entier. Et qu'aucune partie de notre pays n'aille ailleurs. Ce n'est pas maintenant que nous allons pouvoir envisager une seule seconde la possibilité que l'on puisse faire la partition du Cameroun. Et sur le une fois qu'on a mis cela hors du jeu, toutes les options sont sur la table. Et moi, en tant que dirigeant d'un parti politique, si mon parti fait de moi son candidat demain, et comme je l'espère, les Camerounais me font confiance, ma responsabilité est d'amener tous les acteurs autour de la table pour discuter de la meilleure solution possible, c'est-à-dire de la meilleure forme de notre État. Il fut un temps où j'ai défendu becs et ongles l'idée que la décentralisation telle que prévue dans la Constitution de 1996 pouvait être la réforme adéquate, la réponse adéquate. On voit bien aujourd'hui qu'on a dépassé ce niveau-là. Alors, quelle est votre vision aujourd'hui, concrètement, sur cette crise-là? J'y viens et je vais vous en parler. Et donc, je suis dans une posture où, si je dois diriger le Cameroun demain, je n'ai pas à donner ma position. Ma position, c'est d'organiser le dialogue maintenant. Parce que c'est de ce dialogue que va sortir la meilleure solution possible pour le pays. Si je vous dis que je défends le fédéralisme, personne ne sait ce que j'ai dans la tête ou dans le cœur. Mais si je vous dis que je défends le fédéralisme, je ferme d'emblée la porte à la possibilité de débat avec ceux qui sont favorables à la décentralisation. Si je dis que je défends la décentralisation, mes compatriotes anglophones et qui sont nombreux aujourd'hui à revendiquer le fédéralisme considéreront qu'on les a exclus du jeu. Officielle du MRC sur la forme de l'État. La position officielle du MRC, c'est que c'est le dialogue qui va permettre de sortir la forme de l'État qui est adéquate. Si nous n'étions pas un parti qui aspire à diriger le pays, je vous donnerai ma position, parce qu'à ce moment-là, je ne cours aucun risque. Mais comment voulez-vous que quelqu'un qui veut diriger le pays dise par anticipation quelle est sa position et qu'il convoque un dialogue? Justement, ça n'a pas de sens. C'est du dialogue qui va sortir. J'ai dit, le débat sur la forme de l'État est ouvert. Donc, tout est sur la table. Les Camerounais débattront. Et je suis sûr qu'ils sont assez intelligents et assez sages pour sortir la meilleure forme. Dans la perspective de cette élection présidentielle très attendue cette année 2018, vous avez engagé des concertations avec des leaders politiques, avec des Camerounais résidant à l'étranger. Quelles sont les premières retombées de ces concertations, de ces rencontres que vous avez initiées? Merci. Je ne vous dirai pas les retombées ce soir parce que les concertations se poursuivent. Et vous avez vu que depuis, je ne fais pas de communiqué après chaque concertation. C'est parce que je voudrais aller jusqu'au bout des concertations et rendre public, informer les Camerounais du résultat de mes concertations. Peut-être que ces résultats seront décevants. C'est une possibilité. Mais peut-être qu'il y aura une belle surprise. Soyez un peu patient, je poursuis ces consultations. C'est de créer une coalition autour de moi, oui. Si je suis le candidat de mon parti, je voudrais que ce soit autour, en tout cas, du candidat du MRC. Oui. Pourquoi?
Parce que nous sommes rendus à un niveau où il faut que l'on se parle franchement. Lorsque vous voulez faire une coalition, il y a un certain nombre de questions simples qu'il faut se poser. Lesquelles? Dans la coalition, qui sont ceux qui tiennent le terrain? Si vous ne répondez pas à cette question, vous pouvez faire toutes les coalitions qu'il faut ou que vous voulez, ça ne donnera rien. Comprenez-moi bien, je distingue la coalition du candidat unique de l'opposition, dont on n'en parle pas, parce que c'est un faux problème. À l'occasion de chaque élection, on dit si l'opposition n'a pas un candidat unique, elle va échouer. En fait, c'est signer d'emblée l'échec de l'opposition, puisqu'on sait qu'il n'y aura pas de candidat unique. Puisque même si l'opposition parvenait à un candidat unique, le pouvoir susciterait d'autres candidats pour qu'il n'y ait pas de candidat unique. Donc on ne parle pas de candidat unique. Et de toute façon, si on dit que Foundi a gagné en 1992, mais il n'y avait pas de candidat unique de l'opposition. Je vous rappelle qu'il était candidat, que l'UNDP avait un candidat. Et vous avez soutenu cette candidature? Je l'ai soutenu en 92. Donc, si vous permettez que je termine simplement en disant qu'est-ce que j'attends, c'est qu'on constitue une plateforme qui ne devrait pas, à notre sens, s'arrêter à la présidentielle. Ça doit s'étendre aux législatives et aux municipales. Nous voulons demain, non seulement que l'opposition contrôle l'exécutif, mais qu'il contrôle le Parlement avec une coalition majoritaire, donc avec des partis politiques, pour que nous avons suffisamment critiqué d'ailleurs la majorité obèse du RDPC, qui croit que tant qu'ils n'ont pas les 180 députés, ils ne peuvent pas gouverner. Nous voulons demain partager avec les autres partis politiques de l'opposition pour avoir une coalition majoritaire à l'Assemblée nationale. Parlons justement de cette coalition-là. Vous avez soutenu en 1992 la candidature de John Foundi à l'élection présidentielle, et en 2018, le SDF a choisi d'investir un autre candidat, Joshua aussi, pour être le porte-étendard du SDF. Comment appréciez-vous ces changements observés au sein de ces partis politiques? Je n'ai pas apprécié. Chaque parti politique est libre, à travers ses structures, de désigner qui est-ce qu'il croit à un moment donné être son porte-drapeau, être celui qui présente les meilleures chances pour permettre à ce parti d'atteindre ses objectifs. J'en prends acte. Et Joshua aussi, vous travaillerez avec le candidat SDF à l'élection présidentielle dans une perspective de coalition, professeur Maurice Kamto? Je n'ai pas de raison de ne pas aller vers quelque candidat que ce soit, si ça peut effectivement déboucher vers une coalition autour d'une candidature que nous croyons solide, appuyée sur un appareil politique solide, parce qu'implanté sur l'ensemble du territoire national. Personne n'en doute aujourd'hui, même ceux qui nous regardaient de manière oblique aujourd'hui ne le font plus. Et nous pensons que si nous sommes sincères dans la volonté de changement, parce que c'est cela qui nous amène à soutenir la candidature de Foundi en 92, c'était la volonté de changement exprimée massivement par le peuple camerounais. Si nous sommes sincères dans cette démarche, nous devons intégrer ces éléments et dire voilà le candidat, ou voilà la formation politique qui présente un candidat autour duquel on peut effectivement s'organiser pour obtenir le changement après lequel notre peuple court depuis 1992. Je vous signale que lorsque j'ai rencontré le SDF, puisque j'ai rencontré le secrétaire général du SDF à la demande des structures dirigeantes du SDF... Quelle a été la teneur de vos échanges? De toute façon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne vous dirai pas le résultat de nos échanges. Je voulais simplement vous dire que la démarche est engagée, et ils ont dit que dans un deuxième temps, puisque je crois qu'ils avaient également leur congrès en préparation, le président du SDF, effectivement, les avait envoyés en mission exploratoire et qu'après on devait se rencontrer à nouveau. Et je pense donc que le fait même qu'ils aient désigné un candidat crée les conditions pour que l'on se rencontre et poursuive justement la discussion qui a été engagée. Justement, il y a un journal d'expression anglaise, de Guardian Post, qui s'est interrogé sur qui dirigera une coalition à Keremuna, Kamto, Joshua aussi, face au régime Biya. Vous répondez à cette interrogation? C'est pas à moi d'y répondre. Ce que je sais, c'est que les Camerounais veulent d'une coalition, d'un certain nombre de formations politiques. Ce que je peux vous dire, c'est que nous y travaillons activement jour et nuit. Nous présenterons aux Camerounais le moment venu le résultat auquel nous sommes parvenus. Si nous sommes parvenus à convaincre un certain nombre de formations politiques qu'on peut faire chemin ensemble, tant mieux. Si nous ne parvenons pas, le MRC présentera un candidat aux prochaines élections, et y compris donc naturellement à l'élection présidentielle. Je vous invite à présent à commenter l'actualité internationale. Professeur Maurice Kamto, vous étiez à la Cour internationale de... Vous défendez
depuis près d'un an et un peu plus, l'État de la Guinée équatoriale contre la France dans une affaire de biens mal acquis. Vous y étiez il y a quelques semaines pour des plaidoiries. Est-ce qu'on peut avoir la quintessence de vos plaidoiries et où en est-on avec cette affaire? D'abord, je vais vous dire et redire ce que j'ai dit chez un de vos confrères il y a un an, lorsque nous étions encore dans la phase des mesures conservatoires dans cette affaire. Ce n'est pas l'affaire des biens mal acquis. L'affaire des biens mal acquis a lieu devant les juridictions pénales françaises. Et ce, depuis 2007. Et je ne suis pas du tout avocat dans ces procédures. De quelle affaire il s'agit dans laquelle vous intervenez? C'est l'affaire des immunités et des procédures pénales. Voilà le titre exact de l'affaire telle que vous pouvez la trouver sur le site de la Cour. Immunité pourquoi? Immunité du vice-président de la Guinée équatoriale, immunité de l'immeuble abritant les locaux de la mission diplomatique de la Guinée équatoriale en France. C'est d'ailleurs le volet dont je m'occupe plus particulièrement. Et ce que nous avons fait jusqu'à présent dans cette procédure, c'est d'abord de demander des mesures conservatoires, parce que dès lors que l'immeuble abritant les locaux de l'ambassade de la Guinée équatoriale à Paris avait fait l'objet d'une saisie pénale, dans le cadre des procédures devant les juridictions françaises, il y avait lieu de craindre que l'on puisse procéder à la vente de l'immeuble. Et ce serait contraire à toutes les conventions internationales de voir que non seulement on a saisi l'immeuble abritant les locaux d'une mission, mais qu'on l'a mis et dont l'ambassade se serait trouvée à la rue. Nous avons donc demandé des mesures conservatoires. La Cour internationale de justice nous a en tout cas accordé à la Guinée équatoriale ces mesures conservatoires. Ensuite, la partie française a soulevé ce qu'on appelle des exceptions préliminaires de compétence de la Cour, en disant que la Cour n'est pas compétente pour connaître de cette affaire. Et c'est ce qui a donné lieu à la phase récente que nous venons de plaider à la Haye au nom et pour le compte de la République de Guinée équatoriale. Nous avons essayé de démontrer pourquoi la Guinée équatoriale croit que la Cour est compétente dans cette affaire, et nous attendons que la Cour rende son arrêt dans les 4 ou 6 mois qui viennent à ce sujet. Dans le commun des Camerounais, ces deux affaires ne peuvent pas être dissociées en raison, bien sûr, des conditions de vie des populations en Guinée équatoriale. Vous défendez l'État de la Guinée qui est incarné par un président qui a aussi une longévité au pouvoir, dont le fils est vice-président. Est-ce que vous entendez ces critiques qui vous sont formulées, vous qui êtes opposant au Cameroun, à un régime qui a les mêmes similitudes que celui de la Guinée équatoriale? Voulez-vous dire que les Camerounais seraient d'accord que s'il y avait des procédures en France qui conduisent à la saisie de l'immeuble abritant les locaux de l'ambassade du Cameroun, je ne devrais rien faire parce que je suis contre le régime ou le pouvoir en place? C'est de cela qu'il s'agit, cher monsieur. Et si la presse veut entretenir la confusion là-dessus, parce que ça plaît à quelques-uns, libre à la presse de le faire. Mais j'ai été assez clair. Dans la procédure devant la Cour internationale de justice, c'est une procédure entre deux États. Je crois qu'il ne vous a pas échappé qu'il s'agit d'un côté de la Guinée équatoriale et de l'autre la République française. Dans les procédures qui ont lieu devant les juridictions françaises, il s'agit d'une procédure pour bien mal acquis visant des personnes physiques identifiées. Et des personnes physiques qui sont par ailleurs vice-présidents de la République de la Guinée équatoriale. Et alors est-ce que parce qu'au Cameroun, on nomme quelqu'un que peut-être on n'apprécie pas à une position donnée, que ce Camerounais n'a plus le droit à la protection que lui offrent les règles internationales? C'est de cela dont il est question. Ce n'est pas moi, ni la Guinée équatoriale, qui a créé les règles à la fois du droit international coutumier et des conventions internationales qui protègent ce qu'on appelle les personnalités de haut rang dans un pays. Le droit international coutumier dit qu'on droit à l'immunité. Si je voulais utiliser une expression latine, on va dire ratione personae, c'est-à-dire à l'immunité personnelle. Les chefs d'État, les chefs de gouvernement, les ministres des Affaires étrangères et d'autres personnalités que la jurisprudence de la Cour n'énumère pas. Mais on voit bien que dans la pratique de nombreux États, ces immunités ont été étendues, y compris parfois à un ministre de la Défense et autres. Donc, vous estimez que, parce que on n'aime pas
le régime qui est en place en Guinée équatoriale, ou qu'on leur ferait des griefs. Un vice-président équato-guinéen n'a pas droit à la protection que lui offre le droit international. Je suis d'avis contraire. Et moi, je suis juriste internationaliste, et c'est ce que j'essaye de faire obtenir, ou en tout cas nous, de l'équipe de Guinée équatoriale, nous essayons de faire obtenir devant la Cour, c'est-à-dire l'application du droit international. Savez-vous, monsieur, que si, poursuivons votre raisonnement jusqu'au bout, si on voulait poursuivre ce jeu jusqu'au bout, on se poserait la question. Pourquoi, quelquefois, on a le sentiment de double standard par rapport à l'Afrique? De quel standard? Je veux dire, si on veut poursuivre des gens pour bien mal acquis, si on veut poursuivre des gens parce qu'on les soupçonnerait d'avoir distrait justement des biens appartenant à leur pays, je crois qu'il serait juste que cela s'applique à tous les dirigeants, d'où qu'ils viennent. Vous estimez qu'il y a je peux constater des que ça visées politiques concernant cette saisie des biens appartenant à l'État de la Guinée équatoriale? Ça n'est pas ce que j'ai dit. Je constate simplement, comme nous pouvons d'ailleurs, vous et moi, faire le même constat à propos, par exemple, de la Cour pénale internationale, que quand les Africains se plaignent, c'est parce que la Cour pénale internationale, par exemple, pour faire un parallèle, est devenue une cour africaine, c'est-à-dire ne juge que les Africains. Même si une bonne partie des affaires devant la Cour ont été portées devant la Cour par les États africains, il n'empêche quand même qu'il y a d'autres affaires qui ne sont pas le fait d'États africains. Ce que je veux dire simplement, c'est que quelquefois, on est quelque peu gêné parce que on a l'impression que les standards ne sont pas exactement les mêmes. Restons dans les couloirs de la justice. Vous avez été ministre délégué à la justice au Cameroun pendant plus de 6 ans. Et aujourd'hui, il y a un débat qui ressurgit. Celui d'une note ministérielle attribuée au garde des Sceaux qui demande aux différents juges de lui soumettre leurs décisions avant de les rendre publiques. Et le journal Le Messager, ce matin, estime que cela montre que la justice est mise sous tutelle des gardes des Sceaux. Quel est votre avis sur ce débat? Je dois vous dire que je n'ai pas vu le document du ministre de la Justice en question. Si le Messager en parle, c'est probablement donc qu'ils ont eu le document. Si c'est vrai, c'est gravissime. Parce que l'on puisse de temps en temps soupçonner qu'il peut y avoir une influence de la chancellerie, c'est-à-dire du ministère de la Justice sur certaines décisions, c'est une chose. Mais écrire cela, formellement, matérialiser cela par une correspondance aux juridictions, cela veut dire qu'on a passé toutes les limites. Si c'est vrai, parce que, encore une fois, je vous dis, je n'ai pas vu cette lettre, mais si elle existe, c'est absolument grave, et je pense que ce serait suffisamment grave pour que non seulement nous nous y intéressions de plus près, mais peut-être même que le Parlement, justement, interpelle les responsables gouvernementaux en charge de ce secteur-là, dans le cadre des questions orales ou des questions au gouvernement, parce que ça mérite des clarifications. Si une telle information est vraie, c'est extrêmement grave. Nous savions que l'indépendance, ce mot qui est si cher aux praticiens du droit, qu'il soit du côté de la magistrature ou du côté de l'avocature, que l'indépendance de la magistrature n'est pas toujours acquise, mais quand même. On pensait qu'on pouvait de temps en temps laisser le juge avec sa conscience et la loi, comme l'on dit. C'est dans le statut de la magistrature. Parce qu'on dit que le magistrat n'obéit qu'à la loi et à sa conscience. Mais s'il y a une conscience tierce, s'il y a une autorité tierce qui peut interférer de telle manière que vous le décrivez, c'est-à-dire de façon aussi manifeste, explicite par une correspondance, je pense que cela mérite l'attention des autres institutions de la République, et en tout cas il y a de quoi faire, comment dirais-je, de quoi créer des soucis réels au sein de l'opinion. Vous êtes juriste internationaliste également, vous suivez le tribunal criminel spécial qui a été créé au Cameroun pour poursuivre ces détourneurs de fonds publics. Également, il y a des dispositions qui ont été mises en place pour la restitution du corps de délit. Près de 5 ans après la mise en place du TCS, quel bilan faites-vous de cette juridiction et de la lutte contre la corruption? Je ne suis pas en mesure de faire un bilan parce que je n'ai pas, premièrement, les statistiques de toutes les affaires qui ont été portées devant le TCS. Je n'ai pas un montant consolidé de l'ensemble
des sommes qui faisaient l'objet justement de poursuites, en tout cas dont on alléguait le détournement ou la distraction par les personnes poursuivies. Parce qu'il faudrait avoir ces chiffres-là pour voir ensuite. Et troisièmement, je n'ai pas les chiffres sur ce que l'État a pu rentrer jusqu'à présent, parce que nous